Nice 21-23 sur le terrain de nos rues en France, nos rues où, selon un dernier rapport de plusieurs associations, 2200 enfants et mineurs dorment, dont plus de 500 de moins de 3 ans. En tout cas, ce sont des chiffres de la nuit du 18 au 19 août en France. Un rapport absolument édifiant. Pour en parler avec nous, Adeline Hazan, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'UNICEF France. À vos côtés, Anne Sénéquier, bonsoir. Auteur vous êtes pédopsychiatre et auteur de L'anxiété de mon enfant aux éditions Mango. On va tout de suite voir sur le terrain les résultats de cette étude. Regardez ce reportage de Florence Méréo et Marc Félix sur justement ces enfants de la rue. Regardez. Avoir 10 ans et dormir sous une tente, sur un rond-point, cela semble impensable. C'est pourtant la réalité de ces enfants albanais arrivés en France avec leurs parents il y a 4 semaines. Il n'y a pas à l'école, il n'y a pas de la maison. Il n'a pas mangé, c'est là comme ça, toi. Le plus petit, 1 an et demi, a été hospitalisé pendant les fortes chaleurs. Des riverains apportent bien à manger, mais pour eux, aucune solution de logement. Sur des bancs ou dans la rue, les enfants sans abri sont de plus en plus nombreux en France. Au moins 2159 ont passé la nuit dehors en août, dont 503 de moins de 3 ans. C'est 30% de plus qu'en 2022. Alors à 18h ce soir à Paris, des enfants et leurs parents font la queue. Tous ont appelé le 115, mais aucune solution ne leur a été proposée. L'association Utopia est leur seule chance de trouver un toit pour la nuit. Certains petits dorment dehors depuis 1 semaine. Parfois j'ai froid, parfois j'ai faim, parfois c'est compliqué. L'État a pourtant l'obligation de trouver un hébergement à tous les sans-abri. Mais les centres d'urgence sont débordés. À quelques jours de la rentrée scolaire, les associations appellent à un sursaut. En 2022, le gouvernement avait promis 0 enfant à la rue. Adeline Hazan, vous avez, avec une autre association, vous avez co-réalisé ce rapport édifiant, révoltant. Enfin, comment vous avez pris ces chiffres ? C'est des humains derrière, évidemment. Cela fait 7 ans, depuis 2019, qu'avec l'autre association, en l'occurrence la FAS, Fédération des acteurs sociaux, nous établissons ce barème des enfants à la rue. Et nous l'établissons de la façon suivante. Nous comptabilisons sur une nuit, au mois d'août en général, sur une nuit, le nombre de personnes qui ont téléphoné au 115, dispositif d'urgence, et qui ont eu une réponse négative. Et cela veut dire que les chiffres que nous donnons aujourd'hui, de 2259 enfants qui n'ont pas eu de réponse, sont forcément sous-estimés. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont même pas appelé le 115. Qui n'appellent plus parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de réponse. Et ce que je veux dire, c'est aussi que ces enfants, ils sont totalement invisibles, finalement, invisibilisés. Parce que si finalement, nous, les associations, nous ne faisions pas ce décompte, nous-mêmes, eh bien, on n'aurait aucune vision de combien y a-t-il en France d'enfants à la rue, et puis globalement d'enfants sans domicile, parce qu'à côté des enfants à la rue, qui est là, évidemment la situation la plus dramatique, il y a les enfants en centre d'hébergement et il y a les enfants en hôtel, et tout cela fait 43 500 enfants qui n'ont pas de toit sur la tête. Et juste un autre chiffre, et je m'arrêterai sur les chiffres, en 2012, et ça ce sont des chiffres de l'INSEE, mais il n'y a pas eu de décompte depuis, en 2012, il y avait 30 000 enfants sans domicile. Ça veut dire qu'on est passé entre 2012 et 2025 à une augmentation de 52%. Et juste pour que nos téléspectateurs comprennent, quand on parle d'enfants, parce que ce ne serait pas moins un drame, hein, mais des gens se disent, des enfants, ce sont peut-être des mineurs isolés de 16-17 ans, des proches adultes. Non, là, on voit bien qu'il y a... On ne compte pas les mineurs isolés, là, justement. Les mineurs isolés, les mineurs non accompagnés, ne sont pas compris dans ce décompte. Donc, on ne compte pas les mineurs isolés. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces chiffres sont, à l'évidence, à la fois dramatiques, mais complètement sous-estimés. Et si on en est là aujourd'hui, et c'est ça notre cri d'alarme pour la 7e année, c'est parce que ça n'est pas une volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique du gouvernement qui avait pourtant dit en 2022 « il n'y aura plus un seul enfant à la rue », plan 0 enfant à la rue, à la fin de l'année 2022. Et bien non seulement il y a des enfants à la rue, mais ça ne fait que croître.
On reviendra sur les promesses politiques non tenues. Anne Sénéquier, quand on est un enfant, qu'on dort dehors, je ne sais pas si vous avez rencontré dans le cadre de votre métier des enfants dans cette situation-là, mais comment accompagner, déjà que peuvent ressentir des enfants comme ça dans la société quand même d'opulence qui est la nôtre? C'est justement cette différence, ce schisme, ce qu'il y a entre cette société d'opulence, comme vous le dites, et le principe de réalité de ces enfants. Après, les conséquences, elles sont multiples et elles sont aussi en fonction de l'âge de l'enfant. Mais globalement, on a une insécurité qui est globale et qui va impacter finalement tous les apprentissages de l'enfant. Un enfant, ça grandit en explorant le monde autour de lui, en jouant, en interagissant avec les autres. Et c'est vrai que là, l'interaction, elle paraît difficile parce que les parents sont en mode survie, de trouver de la nourriture, de trouver un toit, donc sont moins aussi disponibles pour les enfants qui demandent un regard, du langage, des jeux. Et tout ça, finalement, cette insécurité, on le ressent aussi au niveau physiologique, en fait. Avant d'arriver à la psychologie, au niveau physiologique, cette hypervigilance permanente de l'enfant va sécréter du cortisol en permanence et en fait va impacter les apprentissages, le développement psychomoteur des enfants. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est dramatique pour tous ces individus, effectivement, toutes ces familles. Mais je pense qu'il faut aussi déployer le continuum espace-temps et se rendre compte que c'est aussi une génération qu'on est en train de sacrifier parce que ces jeunes enfants, aujourd'hui, sans refuge, sans possibilité de construire sur des fondations solides, vont devenir des adultes qui n'auront absolument pas pu atteindre leur potentiel et qui auront peut-être des problèmes à tenir une famille, à tenir un emploi, à tenir une vie, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on considère ça, on est choqué ce soir, et je pense que tout le monde l'est, mais ça peut devenir un problème plus grand parce que ces jeunes qui grandissent dans la rue, il viendra un jour un adulte qui leur proposera une opportunité et qui sera tout probablement, sauf dans le domaine du légal. Et ces jeunes seront très loyaux envers ces trafiquants parce que ce seront les seuls et les premiers qui leur ont proposé quelque chose de tangible. Et là, on aura un vrai problème. Et je pense qu'on l'a déjà dans ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent doivent forcément se demander c'est quoi le profil social de ces enfants, de ces mineurs qui dorment dans la rue, y compris avec leur famille. Est-ce que ce sont des citoyens français? Est-ce que ce sont des immigrés sans papier? Encore une fois, ça n'excuse rien. Mais quel est le profil? Alors, nous, à l'UNICEF, et à la FAS évidemment aussi, on se refuse à distinguer justement les enfants étrangers ou les enfants de familles françaises. C'est pas pour ça que je dis. Bien sûr. Non, mais j'explique pourquoi on ne fait pas ce distinguo volontaire. Mais je l'explique parce qu'il y a un droit inconditionnel pour les enfants à être logés. L'hébergement d'urgence, c'est une compétence de l'État et la Convention internationale des droits de l'enfant, elle impose à chaque État d'avoir de faire de l'hébergement d'urgence quelque chose d'inconditionnel, que les enfants soient en situation irrégulière ou régulière. Et je voulais tout à fait aller dans le sens de ce que vous venez de dire et montrer, je suis complètement d'accord. Nous avons d'ailleurs en 2022 fait un rapport spécifique sur les conséquences pour les enfants de ne pas avoir de domicile, qui s'appelle Grandir sans chez soi. Et nous avons évidemment constaté tout un éventail de droits qui ne sont pas respectés, le droit à la vie familiale, le droit à la santé, comme en parcours de soins quand on est à la rue ou quand on est dans un centre d'hébergement. C'est évidemment quelque chose qui ne peut pas se faire de façon continue. Et nous avons tout à fait pu noter que les enfants qui sont à la rue deviendront des adolescents ou des adultes qui auront 2 à 3 fois plus de risques d'être anxio-dépressifs, voire complètement dépressif. Et puis quand on sait, et vous devez le savoir aussi bien que nous bien sûr, l'importance, et ça maintenant on le sait, c'est scientifique, des 1000 premiers jours pour un enfant, qu'est-ce que c'est que 1000 premiers jours, c'est-à-dire 3 ans, quand on est à la rue. On a vu d'ailleurs toute la journée des reportages, notamment sur vos antennes, d'enfants qui en plus ne voulaient pas dire qu'ils étaient à la rue à leurs camarades de classe et donc n'ont pas ce lien social qui fait grandir les petits et les plus grands. Mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien, même si vous ne tenez pas de statistiques, c'est tout à fait normal, mais est-ce qu'il y a, j'allais dire,
pas toutes les catégories sociales, mais est-ce qu'il y a, y compris, des citoyens français dont les parents ont été déclassés? Absolument. Je reformule ma question. Est-ce que ça ne touche que, notamment, des immigrés en situation irrégulière ou pas? Ou est-ce que ça touche tous les Français? Beaucoup plus largement. Un point d'ailleurs tout à fait intéressant à signaler, c'est que le sans-abrisme est en train de se féminiser énormément. Un tiers, là, actuellement, c'était vraiment pas le cas il y a quelques années, un tiers des personnes sans-abri sont des femmes seules, évidemment, et des femmes avec enfants. Ça, c'est un phénomène qui devient de plus en plus important. Alors, pourquoi? Il y a des causes, bien sûr. Il y a des causes et elles se croisent, elles se cumulent. Il y a d'abord l'augmentation très importante ces dernières années de la pauvreté. Ça aussi, on ne le dit pas assez. C'est l'INSEE qui a publié des chiffres il y a quelques mois, juste avant l'été, et qui a montré à quel point la pauvreté, dans un pays quand même riche comme la France, a grimpé, s'est aggravée. Donc la pauvreté, qui fait que ces familles, souvent, elles sont expulsées. Des dispositifs législatifs comme la loi Kasbarian qui facilitent l'expulsion locative. Tout cela, en fait, se cumule avec effectivement un certain nombre de personnes en situation irrégulière, avec des mesures de plus en plus sévères contre elles et des difficultés de plus en plus importantes à obtenir des papiers, à être régularisées. Et ce qu'il faut voir également, on le dit beaucoup dans le rapport, c'est que quand ces personnes sont hébergées en centre d'hébergement et ne sont plus dans la rue, évidemment c'est un petit plus par rapport à la rue, ça va de soi, mais comme il n'y a pas de production de logements sociaux ou très sociaux en amont, elles embolisent le parc d'hébergement, à leur corps défendant évidemment, alors qu'un certain nombre d'entre elles ont les critères pour demander des logements sociaux. Mais comme elles devraient attendre pendant des années, du coup, ceux qui sont en centre d'hébergement vont y rester des années et ne pourront pas accéder au logement social. Alors, avant le logement social, il y a peut-être d'abord les centres d'urgence, et c'est bien le problème. On va regarder justement un extrait d'un reportage de Florence Bouquilla, qui a été tourné il y a 2 ans, mais qui est toujours évidemment d'actualité. Votre rapport le prouve encore. En tout cas, voilà pourquoi, quand on appelle le 115, alors qu'effectivement la loi et le gouvernement doivent trouver un hébergement d'urgence, c'est bien pourquoi il n'y a parfois pas de place. Regardez l'extrait de ce reportage de Florence Bouquilla. Une ambiance de fête, des vitrines qui scintillent, mais devant les grands magasins parisiens, chaque soir, des enfants sans abri. Cette femme et sa petite fille de 6 ans sont originaires de République tchèque. Elles dorment dans la rue depuis plusieurs mois. Je peux travailler ici, je peux tout faire, mais j'ai juste besoin d'un endroit où dormir pour ma fille. Elle va à l'école, mais on est toujours à la rue. Ils sont des dizaines chaque nuit au cœur de la capitale. Des familles et des enfants de tout âge. L'État a l'obligation de trouver un hébergement à tous les sans-abri, mais les centres d'urgence sont débordés. En France, depuis peu, cette mère algérienne et sa fille ont d'abord été accueillies par des proches avant de se retrouver dehors. Depuis 15 jours, faute de place en foyer, elles dorment à la rue. Iba a 15 ans, elle est scolarisée en seconde. C'est un peu difficile par rapport à les autres élèves. Parce que là, je ne peux pas concentrer avec le prof, surtout quand on dort dehors. D'ailleurs, quand on dort dehors, je ne dors pas vraiment. Je veille. Malgré que je suis allongée, mais j'ai toujours les yeux qui sont ouverts. Je surveille. Et moi, je suis avec elle, je la protège. Je la protège le maximum. Je lui conseille de dormir, moi je reste éveillée. La rue potentiellement dangereuse, c'est ce que les associations essayent d'éviter aux parents et surtout aux enfants. On veut juste dormir 1 jour ou 2 jours dans un hôtel ou dans un appartement, mais comme ça on n'a pas froid et on n'est pas malade. Quand ma mère, elle n'a pas de couverture. Ta maman, elle n'a pas de couverture? Ils ont volé les couvertures. Anne Sénéquier, c'est toujours déchirant d'entendre des sans domicile fixe, des SDF, mais encore plus, là, on entend des voix d'enfants, des paroles d'enfants, c'est évidemment déchirant. Comment ces enfants, dont beaucoup vont à l'école, on l'a dit, arrivent-ils à s'insérer, à faire la part toujours d'une société avec, vous le disiez tout à l'heure, des camarades de classe, moi je rentre chez moi, ma maman, mon papa m'attendent,
Et puis moi, je vais à la rue, y compris avec mes parents. Effectivement, et on l'entend bien dans cette hypervigilance, et on le voit aussi dans votre reportage où ils vont s'installer devant le BHV parce que c'est éclairé, parce qu'il y a du passage, et que du coup ils se sentent un peu plus en sécurité que dans un coin où il pourrait leur arriver des choses. Et cette hypervigilance, c'est quoi? C'est du sommeil en moins, c'est une concentration diminuée le lendemain. Alors si c'est une semaine, eh bien ça peut se rattraper parce que ces enfants ont une résilience hors du commun. Ils arrivent justement malgré tout à s'adapter, mais ce coût de cette adaptation, ils le payent très cher, et surtout, plus ça dure, plus ils risquent de le payer toute leur vie. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Donc, en tant que parent, et on l'entend bien dans ce que dit cette mère, c'est je veux qu'elle dorme, donc je veille, moi. Mais comment voulez-vous que le lendemain, elle puisse trouver une formation, trouver un travail, trouver un logement? En fait, elle ne peut pas parce que... comment la maman peut s'en sortir parce qu'elle veut d'abord protéger son enfant. Il faut effectivement trouver des solutions pour les mamans, et on voit bien que souvent... Ce sont des mères, encore une fois, qui vont sacrifier leur bien-être ou tout simplement rester en mode survie pour permettre le minimum. Et je pense que ce qui est très important pour ces parents, pour ces mères, c'est de maintenir leurs enfants à l'école pour les sortir justement de ce dessin que tout le monde leur dessine, alors qu'il y a aussi du potentiel énorme dans ces enfants. Et tout ce qu'ils demandent, c'est finalement de le donner à la France aujourd'hui, concrètement. Adeline Hazan, on l'entendait dans le reportage, normalement le gouvernement a obligation de trouver des hébergements. C'est quoi le problème? Des hébergements, il y en a pas assez, on n'a pas investi assez, ou, je vous pose cette question parce que j'avais fait plusieurs reportages sur les SDF, pas forcément les enfants, et à l'époque on m'expliquait que 2000 SDF, c'est pas égal 2000 places d'hébergement, il en faut beaucoup plus parce qu'il faut plus de souplesse, plus de lieux, donc il faudrait doubler, tripler l'offre. Quel est le problème des centres d'hébergement? Le problème des centres d'hébergement, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il y a actuellement 203 000 places en centre d'hébergement. Tous les ans, ça manque de baisser. On se mobilise, le secteur associatif, pour que ça ne baisse pas. Mais ne pas baisser, ça ne suffit pas. Nous avons calculé qu'il faut au moins 10 000 places supplémentaires en centre d'hébergement. Aujourd'hui, ou 10 000 places chaque année parce que la pauvreté augmente? Déjà, si on en a 10 000 supplémentaires, il y aura un pas de fait. Le problème, c'est que là aussi, le gouvernement annonce les 10 000 supplémentaires, comme il l'a fait au moment de la loi de finances initiale en 2025, mais il ne met pas le budget en face. Il y a eu une baisse de 250 millions sur l'hébergement d'urgence. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, mais en tout cas, les coupes budgétaires qui ont déjà été annoncées, elles sont absolument gigantesques dans le secteur et sur la ligne particulièrement solidarité, inclusion, etc. 1,7 milliard. Oui, ça allait être ma question. Okay. Ça nous ramène au début de notre émission. Évidemment, on parlait de l'instabilité politique, de la crise, de la dette, des finances publiques, des choix peut-être difficiles qui vont être amenés à faire par notre pays et nos futurs gouvernements. Est-ce que vous avez peur que le sort de ces enfants, de ces femmes à la rue soit sacrifié, que les Françaises diront on doit faire des économies, on a d'autres priorités? De manière générale, la santé a des difficultés à rester sur le devant de la scène et à rester une priorité sur le temps long. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui acculé d'actualités brûlantes, d'urgences qui sont toujours plus urgentes les unes que les autres. Et malgré tout, il faudrait quand même garder cette enfance, cette importance de l'enfance comme une urgence flottante, c'est-à-dire qui reste là, quoi qu'il arrive. Parce que c'est la France de demain, et elle est là. Que ce soit les enfants dans la rue, que ce soit les enfants qui sont en décrochage scolaire sans pour autant être dans la rue, les violences sexuelles faites aux enfants, en fait, toutes ces thématiques qui touchent aux enfants aujourd'hui sont en complètement déshérence. Le système de santé vis-à-vis des enfants, que ce soit la pédopsychiatrie, la pédiatrie, est dans un état lamentable. Aujourd'hui, on va faire des coupes. Je ne sais pas ce qui reste à couper, en fait. Concrètement, là, ça devient un peu ridicule pour dire qu'un politique, il est là aussi pour penser demain. C'est pas juste un mandat et après... peu importe ce qui se passe. Parce qu'en la matière, Adeline Hazan ou Anne Sénéki, en la matière, les budgets, quoi, ils sont gelés, ils baissent. Ils baissent. Alors, il y a eu des promesses du gouvernement de dire, ça va être la priorité, absolument. Une des priorités nationales. Je redis, en 2022, le gouvernement a dit 0 enfant dans la rue. Et puis, on a vu évidemment que ça n'était pas le cas. Et quand on voit que pour 2026, dans les coupes budgétaires qui ont été annoncées, les plus importantes sont justement la cohésion sociale, la solidarité
et à côté d'ailleurs l'aide publique au développement, eh bien on est obligé de constater, de le dire et de le critiquer que le secteur social et notamment l'enfance n'est pas la priorité de ce gouvernement. Donc nous, c'est pour ça qu'on alerte. Et on n'alerte pas seulement le gouvernement. Et puis on n'alerte pas seulement. On fait des propositions, mais on alerte aussi et on informe les parlementaires qui sont très très conscients de cette situation. D'ailleurs, qui ont pris une résolution au Sénat à l'unanimité pour qu'il n'y ait plus de sans-abrisme des enfants, et on souhaite que ça soit la même chose à l'Assemblée nationale. Et puis moi, je voudrais aussi dire un mot pour terminer, c'est dire que la solidarité nationale, locale d'ailleurs et nationale, elle est absolument gigantesque. Quand on voit le nombre d'écoles, et ça se reprépare là maintenant à la rentrée scolaire, et ça a eu lieu pendant les vacances, qui restent ouvertes la nuit et pendant le week-end et pendant les congés pour héberger ces enfants, c'est des enseignants, on en a vu ce matin pendant la conférence de presse, ce sont des enseignants qui viennent dormir dans l'école, des parents qui viennent dormir dans l'école, pour que les enfants eux-mêmes puissent dormir dans l'école sans qu'il y ait de danger. Est-ce que c'est normal alors que c'est une compétence de l'État? Ça n'est pas normal. On reviendra, on réévoquera ensemble ce dossier avec peut-être une question. On vous réinvitera. Comment font nos voisins européens? On parlait de nos voisins européens sur les finances publiques et la dette. On sera intéressé d'avoir un prochain débat avec vous sur comment font nos voisins européens pour résoudre ces problèmes. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les deux.